Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Madeleine Gantelet, sage-femme depuis 30 ans qui a longtemps travaillé dans l'enseignement en école de sage-femme avant de s'installer en libéral. Elle est instructrice fertiliticaire, monitrice en symptothermie et membre du CA de l'association Focus Fertilité. Habituée de l'accompagnement des étudiants en recherche et diplômée d'un master en santé publique, il lui a été demandé cette revue de la littérature qu'elle va nous présenter et elle nous demande son indulgence pour sa première expérience. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, faut que je sois plus près? Mieux, ouais, il faut vraiment que je mange le micro alors. Oui, donc comme vient de le dire Laurence, effectivement, c'est la première fois que je me livre à cet exercice. Plus bas? Comme ça, c'est mieux? Non, vous m'entendez mieux? Et donc, voilà, j'implore toute votre indulgence pour cet exercice que je vais vous présenter. Donc, en fait, une revue enfin, j'ai sélectionné 4 articles qui n'ont pas forcément à voir les uns les autres, mais je les ai sélectionnés soit pour le sujet qu'ils traitaient, que je trouvais intéressant et qui peuvent faire écho à des choses que l'on a dit ce matin, d'ailleurs. Et voilà, donc ils sont pas, je n'ai pas basé ma sélection sur forcément la qualité des études, mais les deux. Ah, est-ce que ça, vous entendez mieux? Alors, est-ce que je prends... C'est mieux là comme ça? Voilà. Alors, et ça passe pas. Ah, faut que je l'appuie vraiment près, comme ça. Voilà. Merci. Alors, en fait, le lien qu'on peut voir entre les 4 articles que je vais vous présenter, c'est eh bien, tout le lien qu'il y a entre environnement et fertilité. C'est en ça où ça va faire un petit peu écho à tout ce que l'on a vu déjà un peu ce matin. Et je vais vous présenter donc un premier article sur, on en a beaucoup entendu parler, de l'effet soit de l'infection ou de la vaccination par rapport au Covid. Et est-ce que ça a des impacts sur le cycle? Ensuite, l'environnement, on va dire psychosocial. Et j'ai trouvé un article sur le lien entre la période de continence dont on a parlé ce matin et le mariage, enfin, les liens conjugaux. Et ensuite, il y a eu pas mal d'articles que j'ai trouvé ces derniers temps sur la fertilité masculine. Donc j'en ai sélectionné un qui va parler de l'asténospermie, le manque de mobilité des spermatozoïdes. Et puis, presque en avant-première, je vais présenter un article que publie René, va publier René sur l'impact, enfin le lien qu'il y a entre le rythme de la semaine, qu'on appelle le circaseptan, et le rythme lunaire, avec la survenue des règles. Alors, donc, nous allons commencer par parler donc, de cet article sur l'impact soit de l'infection par le Covid, soit du vaccin anti-Covid sur le cycle. C'est un article qui a été publié dans une revue polonaise et qui a étudié les changements des caractéristiques des menstruels, donc des menstruations, les saignements, des règles, chez les femmes, soit après injection soit après infection du Covid, soit après vaccination contre le Covid. Donc c'est une étude qui a été menée sur 3-4 ans, donc durant la pandémie, chez des femmes de 21 à 40 ans, qui étaient censées avoir une fonction de reproduction indemne, en fait, qui étaient soi-disant normalement capables de mener une grossesse. Et donc, il fallait qu'elles aient, dans l'année qui venait de s'écouler, soit eu le Covid, attesté par un test PCR positif, soit une vaccination. Et voici ce qu'ils ont retrouvé. Alors, bien sûr, ils ont éliminé un peu toutes les femmes qui avaient des troubles déjà antérieurs du cycle. Et donc, ce qu'ils ont retrouvé, donc c'était une étude sur 378 femmes, et dans le groupe 1 qui a été infecté, qui a eu le Covid, ils ont retrouvé des spanioménorrhées, c'est-à-dire un espacement des règles, donc des cycles plus longs,
des cycles longs, pardon. Et on voit qu'elles étaient 15%, vous voyez, à voir, alors qu'il n'y en avait aucun dans les deux autres groupes, c'est-à-dire soit le groupe qui avait été vacciné, soit le groupe qui n'avait rien eu, le groupe contrôle. Il y avait plus dans ce groupe qui a été infecté par le Covid, donc des aménorrhées secondaires. Donc aménorrhées secondaires, c'est normalement donc des femmes qui n'ont plus leurs règles, alors que jusqu'ici, elles étaient bien réglées. Et c'est là où j'ai pas bien compris dans l'article comment ils faisaient ça, mais il y avait un dosage, des dosages hormonaux, entre autres FSH, LH, TSH, y compris donc pour la thyroïde, T4, et la prolactine. Ils dosaient. Et donc chez ces patientes qui avaient été infectées par le Covid, eh bien, il y avait plus, ces taux étaient plus élevés, la FSH, la LH, et plus donc fréquemment observés des troubles de la fonction thyroïdienne. Alors que dans le groupe 2, qui a été vacciné, eh bien, alors là, c'était plutôt des cycles courts qui étaient observés, donc une polyménorrhée. Elles étaient 45%, alors que dans le groupe 1 qui avait eu le Covid, elles étaient que 9,6 et 5% dans le groupe contrôle. Et alors là, je n'ai pas réussi à comprendre comment il s'était basé pour dire qu'il y avait un raccourcissement. Donc ça veut dire, ça fait référence au cycle antérieur, un raccourcissement des cycles et voire de la phase lutéale. Il mettait clairement, alors je ne sais pas comment il l'attestait, ça je n'ai pas trouvé leurs critères pour déterminer cela. En tout cas, ce qui était intéressant aussi, c'est que dans ce groupe-là, qui a été donc vacciné, il y avait une augmentation de la testostérone libre et moins fréquemment des troubles de la thyroïde. Donc on voit que voilà, il y a bien des effets, effectivement, qui sont montrés, mais de façon différente entre la maladie Covid et le vaccin. Effectivement, donc le taux de LH était 2 fois plus élevé dans le groupe 1 qui a eu le Covid que dans le groupe 2 qui a été vacciné. Par contre, les œstrogènes étaient à peu près stables. Et donc, comme je vous ai dit, la testostérone était beaucoup plus élevée dans le groupe 2. Donc, on peut émettre l'hypothèse que dans le groupe 1, eh bien, c'était plus un problème, ce que je vais vous expliquer dans la diapo suivante, de contrôle central, alors que dans le groupe 2, c'est plus une hyperandrogénie qui va provoquer ces troubles du cycle et ces anovulations éventuellement, particulièrement qui est potentialisé bien sûr par le contexte de stress. Voilà, donc effectivement, ça met bien en valeur effectivement une dysfonction au niveau d'origine centrale, c'est-à-dire l'hypothalamus, l'hypophyse qui sécrète, qui contrôle avec la FSH et la LH, la thyroïde et les ovaires. Tout le lien entre ces trois éléments est perturbé. Et bien sûr, l'effet du stress, on se rappelle quand même, entre guillemets, l'état dans lequel nous étions dans cette période-là de confinement, etc. Donc, ce n'est pas anodin, hein, bien sûr. Et ça a certainement un effet. Alors, les auteurs proposent, donc bien sûr, une prise en charge adaptée, personnalisée en restaurant l'équilibre. Et donc, ils proposent de vraiment analyser en premier lieu donc l'axe thyroïdien pour vérifier qu'il n'est pas perturbé, le taux de prolactine, et bien sûr de vérifier les effets psychosociaux, c'est-à-dire tout le stress qui peut être engendré. Alors, pour nous, à chaque fois, je vais essayer de voir un petit peu ce que l'on peut faire, nous, en tant que, voilà, quand on est face à un couple, tout simplement, cette étude, vous avez compris qu'il y avait des choses quand même qui, en termes de puissance, qui manquaient pour vraiment donner toute cette puissance à cette étude. Donc, pour moi, c'est un simple guide qui va nous donner, pour que, quand des troubles du cycle apparaissent, qu'est-ce que l'on peut faire ? À savoir, déjà, investiguer au niveau de la thyroïde, etc., et apporter notre accompagnement en termes de gestion du stress. Et ça, c'est pleinement notre rôle d'accompagnateur en fertilité. Je passe au deuxième article, donc sur l'aspect psychosocial. Alors ça, c'est un article qui nous vient des États-Unis
Et en le lisant, je me suis dit, ben oui, c'est vraiment, c'est bien des Américains qui peuvent écrire ce genre d'article, parce que je ne sais pas si ça passerait bien en France. Voilà, c'est Fering donc, qui a publié ça. Donc, savoir le lien entre donc, alors, le mot chasteté là, a été utilisé carrément. Et ben, le lien sur quelle est la période d'abstinence périodique pour un couple qui souhaite éviter une grossesse, quel est son impact sur la relation conjugale en termes de, bah, de divorce, de séparation. Donc ils y vont carrément, hein, ils n'ont pas peur. Et voilà ce qu'ils ont retrouvé. Alors en fait, ils sont partis d'une base de données très intéressante, puisqu'il s'agit d'une étude qui est régulièrement refaite aux États-Unis, visiblement, la National Survey of Family Growth, et qui est administrée par un organe tout à fait officiel, visiblement, hein, c'est le centre de statistique sur la santé. Et ils se sont basés donc sur les femmes en âge de procréer. Et donc là, ils se sont basés sur les données de l'étude de 2015 à 2017. Les données de 2015 à 2017, puisque cette étude est régulièrement refaite. Voilà. Et donc, ils se sont intéressés aux 2582 femmes de cette étude qui avaient été au moins mariées une fois. Voilà. Ils ont étudié cette étude. Alors, donc, un âge moyen de 36 ans, à peu près. Voilà. Il y avait 70%, donc au moment de l'étude, qui étaient mariés, 19%, presque 20% divorcés, 7% ennemis séparés et 1,7% de femmes veuves. Ils ont relevé donc les modalités de gestion de la fertilité que ces femmes ont utilisées. Donc, soit la stérilisation, soit la contraception, on va dire, classique, pilule, stérilet, préservatif, et les méthodes naturelles de gestion de la fertilité. Alors, à noter qu'a priori, 19% avaient déjà utilisé les méthodes de gestion naturelle de la fertilité, mais seul 1% les utilisait au moment de l'étude, si j'ai bien compris l'article. Alors, là, je vous donne juste ces résultats qui sont un petit peu les plus marquants. Eh bien, les femmes stérilisées, qui avaient eu recours à une stérilisation, présentaient 2 fois plus de probabilité d'être divorcées que celles séparées. Que celles divorcées ou séparées, que celles qui n'avaient pas eu recours à la stérilisation. Donc, c'est un groupe quand même très particulier. Les femmes qui ont recours à la stérilisation, c'est quand même, heureusement, pas forcément une grande majorité, mais voilà. Et les femmes qui avaient déjà utilisé au moins les méthodes de gestion naturelle de la fertilité avaient moins de probabilité de divorcer ou de se séparer que les femmes qui n'en avaient jamais utilisé la gestion naturelle de la fertilité. Alors, vous voyez les odds ratios. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de ce genre de données. C'est un rapport de cotes. Et on voit qu'il est 2 fois plus élevé chez les femmes stérilisées d'être séparées ou divorcées que chez les femmes donc, qui ne sont pas stérilisées. Et là, c'est les femmes qui ont déjà utilisé la méthode de gestion naturelle de la fertilité, eh bien, elles ont moitié moins de probabilité d'être séparées ou divorcées. Et on voit, alors, juste pour vous donner un petit peu l'intervalle de confiance, c'est si on renouvelait cette étude, vous voyez, avec d'autres, sans échantillon, eh bien, ce chiffre serait entre 0,46 et 0,74. Donc, ça veut dire qu'il est en dessous de 1. Donc, c'est diminué chez ces femmes-là. Alors que là, il est entre 1,69 et 2,5. Donc, ça veut dire qu'il est bien augmenté, la probabilité. Donc, Fering avait déjà fait cette même étude sur l'échantillon précédent, c'est-à-dire de 2010 à 2013. Et il avait retrouvé des choses, je vous les donne parce que je trouvais ça intéressant, que l'estime de soi, l'intimité et le bien-être spirituel étaient en général plus élevés chez les utilisatrices de la gestion naturelle des fertilités. Alors que, par contre, ça a été dit un peu ce matin, vous voyez, ça fait écho à tout ce qui a été entendu ce matin. A priori, le nombre de rapports
par mois ou par semaine, peu importe comment, semblaient à peu près identiques. Donc c'est pas au détriment, pardon. Donc là, pareil, vous voyez, je n'ai pas sélectionné cet article pour sa puissance statistique, hein, mais voilà, je trouvais intéressant d'analyser quand même les choses que nous, on pressent quand on est auprès des couples. Et voilà, il y aurait des choses à préciser. Voilà, se baser peut-être que sur l'utilisation actuelle de gestion de la fertilité. Et puis faire peut-être une étude au long terme. Donc, pour nous, eh bien, voilà, il est quand même un peu difficile de généraliser ces données. Entre autres, il faut bien repenser, je vous ai dit au début, que cette étude était basée que sur des femmes qui avaient été au moins mariées une fois. Donc, je veux dire, c'est une sélection, c'est une population particulière. C'est pour ça que c'est quand même, faut être prudent pour une généralisation des données. En tout cas, pour ce qui est nous, qui accompagnons régulièrement les couples, eh bien, c'est un encouragement à continuer notre accompagnement dans le sens où nous le faisons, c'est-à-dire en prenant vraiment la personne dans sa globalité, dans sa totalité, dans toutes ses dimensions, hein, et le couple, bien sûr, de le prendre en compte, pas que la femme, mais le couple dans sa globalité. Et donc voilà, oui, ça nous encourage à poursuivre cette intuition que nous avons de faire du soin dans le sens care, comme disent les anglo-saxons, et non pas cure, qui est traité quelque part. C'est schématise. Je passe au 3e article, qui est un petit peu plus ardu. Donc j'avoue que je ne suis pas du tout une pro, hein, de la biochimie, etc. Comme je vous disais, voilà, sur la fertilité masculine, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'articles sur la fertilité masculine publiés actuellement. Et là, c'est donc un article qui a travaillé sur le manque de mobilité, l'asténospermie chez les hommes. Et le lien qu'il peut y avoir avec le stress oxydatif et le fractionnement de l'ADN, les dommages de l'ADN. Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu. Donc, effectivement, il y a un lien qui est suspecté entre l'asthénie, ce manque de mobilité des spermatozoïdes, et la fragmentation de l'ADN, des dommages sur l'ADN, et le stress oxydatif. Alors, on va déjà... Qu'est-ce que c'est que le stress oxydatif ? Eh bien, c'est un échange, ça c'est au niveau protéines, en échange d'électrons entre deux protéines, et ce qui fait qu'il y a un gain et une perte d'électrons. Et du coup, il y a une protéine A qui va se retrouver avec un électron en plus, et une protéine B qui va se retrouver avec un électron en moins. Et les dommages de l'ADN, alors là, vous en avez quelques petits exemples, même si vous ne les voyez pas très bien, mais on voit bien que voilà, il y a des problèmes dans l'hélice d'ADN avec des bases qui sont à l'intérieur, qui sont soit manquantes, soit fractionnées, soit mal formées, entre guillemets. Voilà. Donc ça s'analyse. Alors, comment ils ont fait ? Alors, ils ont eu donc ces 277 hommes. Donc, ils ont mis un groupe 1 où il y avait donc une asténospermie diagnostiquée qui était soit isolée, soit associée à une oligospermie, c'est-à-dire un nombre insuffisant de spermatozoïdes, ou de tératospermie, c'est-à-dire un nombre trop important de spermatozoïdes mal formés. Il y avait un groupe 2 qu'ils ont appelé non-asténospermie, c'est-à-dire où il n'y avait pas d'asténospermie, la mobilité des spermatozoïdes était normale. Par contre, il pouvait y avoir un manque ou un manque de spermatozoïdes en nombre, ou un nombre trop important de malformés, de spermatozoïdes mal formés. Et bien sûr, un groupe contrôle où il y avait donc aucune anomalie, donc un groupe contrôle où les hommes étaient censés être fertiles. Donc la fragmentation de l'ADN, eh bien, ils ont analysé ça par un test. Alors ne me demandez pas, c'est très technique et moi je ne rentrerai pas dans ces techniques-là, mais c'est un test de dispersion de la chromatine des cellules du sperme. Et donc, voilà, qui donne il faut un nombre. On estime que il y a une fragmentation de l'ADN si le nombre de cellules le pourcentage de cellules qui ont une dispersion trop importante est
est retrouvé. Et le stress oxydatif, eh bien, vous avez compris, entre ce jeu d'électrons, eh bien, ça produit un courant électrique. Et donc, du coup, on mesure par un appareil, le Myoxis analyseur, le courant, le potentiel électrique. Et donc, du coup, ça nous dit s'il y a eu beaucoup ou peu d'oxydoréduction. Alors, les résultats qu'ils ont trouvés, donc dans le groupe 1 et dans le groupe 2, eh bien, il y a significativement plus, on va d'abord s'intéresser donc à la fragmentation de l'ADN, hein. Eh bien, il y a plus de cellules qui ont un ADN fragmenté. Alors, au début, ils ont mis la limite à 30%. Ils estimaient que c'était beaucoup s'il y avait plus de 30% de protéines qui avaient un ADN, qui avaient une fragmentation de l'ADN. Et donc, dans le groupe 1 et 2, eh bien, c'était significativement plus élevé que dans le groupe contrôle. Et même le groupe 1 était également plus élevé que le groupe 2 lui-même. Aussi, cette proportion était beaucoup plus élevée. Je vous ai mis les pourcentages, hein. Vous voyez, 24, 17, 12. Voilà, on voit bien que c'est beaucoup plus élevé dans le groupe 1 par rapport au groupe 2 et par rapport au groupe contrôle. Et donc, si la probabilité... Alors après, ils ont fait la même analyse, mais en mettant plus le curseur à 30%, mais à 20%. Parce qu'en relisant la littérature, ils se sont dit 30, c'est trop, et on met à 20%. Alors là, ça majore encore l'effet. On retrouve toujours beaucoup plus dans le groupe 1 et 2 par rapport au groupe 1, et même entre le groupe 1 par rapport au groupe 2. Hein, Et donc, il faisait la synthèse suivante en disant que le groupe 1 avait 10 fois plus de probabilité. On retrouve notre odds ratio, hein, notre rapport de cote dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, il est pratiquement 10 fois plus élevé dans le groupe 1 par rapport au groupe contrôle. Dans le groupe 1, il est aussi toujours 3 fois plus élevé que par rapport au groupe 2, puisque l'odds ratio est à 2,77. Et le groupe 2 lui-même, par rapport au groupe contrôle, a presque 4 fois plus de probabilité d'avoir une fraction de l'ADN. Donc voilà, les choses sont quand même assez nettes. Alors après, au niveau de l'oxydoréduction, donc ils ont mesuré, je vous disais, ce potentiel électrique, et ils ont déjà tout de suite montré que le potentiel électrique dans le groupe 1 était beaucoup plus élevé que dans le groupe contrôle. Et même pareil au niveau du groupe 1, du groupe 2. Vous voyez, et c'est ce qui est remontré dans ce schéma-là, hein. Alors après, ils ont dit, on regarde si on estime que si c'est supérieur à 1,37, ce potentiel, on estime que c'est élevé. Et effectivement, là aussi, on retrouve encore toujours un groupe 1 qui est beaucoup plus élevé que le groupe 2 et un groupe 1 qui est toujours un potentiel, donc une oxydoréduction, un stress oxydatif, comme on dit aussi, beaucoup plus élevé que le groupe 2 et le groupe contrôle. Et par contre, on retrouve effectivement que le groupe 2 est plus élevé que le groupe contrôle, mais de façon non significative. Donc là, on ne peut pas l'affirmer. Et donc, ce qui fait qu'il y a presque 6 fois plus un risque d'oxydoréduction dans le groupe 1 que par rapport au groupe contrôle, et presque 3 fois plus, vous voyez, l'odds ratio, dans le groupe 1 que dans le groupe 2. Je vous ai pas perdu, ça va? Donc, du coup, pour nous, voilà, parce que ça ne va pas nous... Hein, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Donc, comment on va limiter le stress oxydatif et les altérations de l'ADN à notre petit niveau, voilà, quand on est face à un couple? Eh bien, il y a déjà des choses très simples dans l'hygiène de vie au sens large du terme, hein. Par exemple, quel est le premier stress oxydatif, facteur de stress oxydatif? Eh bien, par exemple, c'est le tabac. Vous voyez? Donc voilà, déjà, si on commence par lutter contre le tabac, contre tous les polluants, donc là, pareil, on retrouve tous les conseils qu'on peut donner au niveau hygiène générale, c'est-à-dire lutter donc le tabac, l'alcool, tous les pesticides, hein, vous voyez, le soleil aussi peut jouer, d'accord? Et pareil, en termes d'activité physique, trop de sport peut provoquer beaucoup de stress oxydatif, par exemple. Donc, il faut
ni trop, ni pas assez. Voilà, il faut trouver le juste équilibre. Et au niveau alimentaire, bien sûr, voilà, plus on va... donc, il faut favoriser le fait maison, le local, le bio, hein, bien sûr, pour limiter tous les pesticides. Et puis, en termes d'équilibre alimentaire, on peut favoriser des antioxydants, à savoir, voilà, si on essaie de ne pas passer une journée sans aromates, sans épices, etc. Des huiles végétales aussi qui vont lutter contre le stress oxydatif. Une assiette colorée qui va apporter des antioxydants. Voilà, donc tout ça, tout simplement, c'est des petits conseils qu'on peut donner qui vont essayer de les limiter au maximum. Donc ça, c'était un peu le plus ardu. Et je vais donc terminer sur fertilité et environnement, donc en ce qui concerne la chronobiologie, à savoir le lien qu'il y a entre rythme circa-septembre, donc de la semaine, et le rythme lunaire sur le cycle féminin. Donc ça, c'est donc l'article qui est en cours de publication donc, par René. Il est publié, ça y est, voilà. Donc, alors, comment a été menée cette étude? Et donc, en fait, le but, c'était d'analyser le jour de survenue des règles, le jour de survenue, voilà, quand est-ce que commence le jour de début des règles, en fonction donc, du jour de la semaine et de la phase lunaire. Mais en tenant compte aussi d'autres facteurs, à savoir la saison, l'âge, la durée habituelle des cycles, hein, le jour habituel de survenue des règles, et puis la phase lunaire. Donc, les données collectées ont été via une application qui était diffusée, donc, si j'ai bien compris, entre toute l'Europe et l'Amérique aussi. Et là, vous voyez qu'on est dans une autre dimension, parce que, voilà, vous allez comprendre, mais donc de 2019 à 2021, donc inclus des femmes, voilà, bien sûr, en âge de procréer, hein, bien sûr qu'il y avait encore des cycles, donc non ménopausés, qui avaient signé un consentement, ça c'est d'un point de vue légal, et puis, alors ça, j'y reviendrai après, qui avait aussi donné, il va y avoir des critères qu'elles devaient avoir pris leur température d'une certaine façon. Et donc, vous voyez que là, on est dans une autre dimension. Et là, la puissance est tout à fait autre, puisque 35 900, même presque 36 000 femmes ont participé à cette étude, avec des rentrées. Chacune d'elles a elle-même rempli de 1 à 48 cycles. Donc, vous voyez, du coup, on est sur 311 000 cycles. Donc là, il y a de la puissance. Là, et on peut mettre en évidence des effets modestes, mais bien réels. Donc, et puis, alors, l'âge, pour chaque début de cycle, on mettait, l'âge était renseigné, et l'âge a été rentré en termes de classe d'âge. Donc, je vous ai mis les classes d'âge. La durée du cycle habituel, est-ce que c'était des femmes qui avaient un cycle, on va dire, standard entre 27 et 29 jours, ou plus court, plus long? La saison, quelle était la saison dans laquelle a débuté ce cycle, le jour de la semaine, et la phase lunaire, sachant que c'est dans la phase lunaire. Alors moi, je ne suis pas du tout une astronome, pardon, réputée, en tout cas, du tout. Et voilà, donc les 8 phases lunaires, hein, entre de la nouvelle lune, voilà, croissante, décroissante, voilà. Et donc, alors, le premier résultat qui est assez extraordinaire quand même c'est que vous voyez qu'en fonction du jour de la semaine, on voit bien que les cycles féminins commencent le plus souvent en fin de semaine à partir de jeudi. C'est quand même incroyable, hein. Et là où c'est encore le plus incroyable, c'est que ce pic, il est retrouvé, même si on tient compte de la saison, de l'âge, de la durée habituelle des cycles et de la phase lunaire. Donc là, on a quand même quelque chose de assez costaud quand même, hein, d'un point de vue statistique. En ce qui concerne le pic d'occurrence, voilà, de survenue des menstruations en fonction de la phase de lune, voilà, c'est un petit peu moins net, mais quand même, on voit que effectivement, les cycles débutent plus souvent en nouvelle lune, en gibbeuse décroissant et le dernier croissant, vous voyez, alors qu'ils sont moins fréquents ici dans le premier croissant et quartier. Voilà. Alors, on voit que ça se retrouve quand même un peu si on tient compte de l'âge, donc et de la durée habituelle des cycles.
Par contre, quand on tient compte de la saison, là, on voit que c'est déjà beaucoup moins net. Et quand on tient compte du cycle circaseptan, donc de la semaine, là, c'est beaucoup moins net, voire même quasiment un peu inversé, hein, du coup. Donc, on peut déjà noter que c'est une étude d'ampleur qui permet vraiment de tirer des conclusions, même sur des effets modestes. On peut affirmer qu'il y a un effet circaseptan de la semaine sur le jour de survenue des règles, surtout sur les cycles de durée standard, on va dire 27-29 jours, et surtout l'hiver. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur les cycles, mais sur les graphiques. Et il existe un effet du cycle lunaire, sans doute moins prononcé, et par contre, il y a sans doute peut-être une interaction entre ce cycle lunaire et les saisons et le rythme circaseptan. Alors, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça nous rappelle qu'il faut toujours tenir compte du lien entre les cycles. Hein, ça a été montré aussi, expliqué ce matin à travers l'exposé de Christelle. Voilà, hein, un cycle prépare l'autre. Toujours lire un cycle dans un ensemble, tenir compte donc de l'environnement. Et personnellement, moi j'attends la suite, hein, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y avait des données supplémentaires qui étaient rentrées dans cette étude. Et là, on voit bien que cette étude, elle s'est intéressée qu'à la survenue des règles. Mais vous savez que le cycle, c'est pas que les règles. Il se passe des choses entre les règles. Et donc, voilà, là, il va y avoir, je pense, plein de découvertes sur vraiment la période de survenue de l'ovulation. Et là, je pense qu'on a plein de choses à découvrir. Alors, je ne sais pas, René, si tu auras des choses à corriger. Mais voilà. Donc, voilà un petit panorama. Donc, pour nous rappeler qu'il y a tout un ensemble qui joue sur la fertilité. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors, nous n'avons pas les auteurs des articles avec nous pour leur poser plus de questions. Non. Mais est-ce que vous voulez répondre à quelques questions, s'il y en a? Si je peux. Je m'interroge toujours quand je vois des études de ce genre sur où sont les causes et les effets. Si je prends par exemple l'exemple de les personnes qui suivent ou qui ont suivi la PFN divorcent moins. Est-ce que c'est... On peut pas, enfin, pour moi, il me semble qu'on ne peut pas dire que c'est parce qu'elles ont suivi la PFN qu'elles divorcent moins. Parce que ça peut être quelque chose qui est dans leur conviction, leur caractère, etc., qui fait que d'une part, elles ont suivi les PFN, et d'autre part, la PFN, et d'autre part, elles divorcent moins. C'est-à-dire que c'est pas évident de, enfin, je sais pas, c'est pas évident de voir réellement est-ce qu'il y a une cause et un effet, ou est-ce que c'est deux effets d'une troisième cause. Alors, si vous avez remarqué, j'espère que j'ai toujours essayé de prendre le mot, il y a un lien. Mais je n'ai pas dit un lien de causalité. Et en termes de statisticien, on est toujours très prudent. Il y a des critères d'ailleurs. Voilà, il faut que ce lien soit répété, qu'il soit éventuellement dose dépendant, on appelle ça, etc. Enfin Oui, bref, il y a un certain nombre de critères. Ça veut dire que si vous voulez, quelqu'un qui serait naïf dirait ah ben j'ai pas envie de divorcer, donc je vais suivre la PFN, comme ça j'aurai moins de chance de divorcer. C'est pas sûr, quoi. C'est pas une assurance, hein. C'est pas une assurance. Non, mais c'est toute la nuance entre il y a un lien et la cause. Non, ça on peut pas affirmer. Là, pour reprendre le dernier article, oui, il y a un lien entre le cycle de la semaine et la date de survenue. Voilà, mais c'est pas forcément de causalité. Il faut aller plus loin, effectivement. On va prendre une dernière question. Oui, bonjour. J'interviens dans un lycée non mixte. Tous les ans, les jeunes filles me disent, elles sont en première, elles me disent, Madame, nous on a remarqué, on est plein de filles ensemble et on a toutes nos cycles se calent les uns avec les autres. Et moi, j'y connais rien. Alors, j'ai juste posé la question à une amie gynécologue qui m'a dit, écoute, à ma connaissance, il n'y a pas d'études, il n'y a pas de recherche, mais peut-être qu'il y en a quelqu'un qui pourrait me contredire là-dessus.
Mais en tout cas, du coup, je me dis c'est un élément de réponse parce qu'effectivement, si Absolument. les cycles démarrent en fin de semaine, c'est logique que dans un internat où on a 200 filles. Voilà. Alors là, faut se poser la question, par exemple, cette fort lien entre le début des règles, le fin de semaine. Bon, fin de semaine, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on change de rythme, voilà, donc c'est pas, c'est pas anodin. Vous voyez, et je crois que ça a été montré, par exemple, dans des colocations où les femmes, plusieurs colocataires, ont, effectivement, il y a une espèce d'équilibre, d'osmose. C'est assez fou, ça. Mais alors, comment l'expliquer? Ça, mais on peut que le constater. Et ça, je crois que ça a été montré quand même, hein, il me semble. Moi, j'avais notion, mais je ne sais pas si ça a été vérifié, que les femmes qui vivent ensemble, comme les communautés religieuses, ont leurs règles ensemble, mais ça avait un phénomène de phénormone. Le phénomène. Voilà. De phéromone. De phéromone. Phéromone, ouais. C'est la notion que j'avais, je ne sais pas Ouais. toi. Moi, j'avais entendu effectivement le lien entre voilà, effectivement, des femmes qui vivent ensemble. Voilà, et bien, effectivement, elles retrouvent souvent leurs règles en même temps. Le premier article, 380 et des poussières, alors je ne suis pas statisticien, mais on peut porter crédit à un article qui n'a que 380 personnes. C'est rien en fait. Oui, ça commence, c'est quand même. C'est pour ça que bon, il a été publié quand même. Hein, il y a un comité de relecture, hein. Mais ça a la puissance. Voilà, c'est sûr que quand on voit après arriver l'article avec 300 000 cycles, là, bah forcément, ça a une puissance. Et l'article de 300 ne mettra pas en évidence des petits liens, des petits liens, alors que à 300 000, oui, on va mettre en lien. Parce que là, l'effet de la semaine, ça ne doit pas être un grand effet. Et pourtant, il existe. Et voilà. Mais il faut une grande base de données pour pouvoir le mettre en évidence. Je parle que de liens. Hein. Je n'ai pas dit de causalité. Donc il reste encore beaucoup de choses à explorer et beaucoup d'articles à écrire. Avis aux candidats. Merci beaucoup pour cette revue. Merci pour votre indulgence.